3 sur 4, ce matin, regardent vers le même point du globe, un caillou de 20 km², coincé entre l'Espagne et le Maroc, Ceuta. Et c'est peu dire que la presse n'en tire pas les mêmes conclusions. Le Figaro d'abord, avec une photo saisissante, une plage noire de monde. Le titre, Ceuta, l'Europe se divise sur sa politique migratoire. En quelques heures, l'enclave espagnole a été submergée par une vague de 60 000 migrants. La plupart ont repassé la frontière. Et c'est justement, je cite, la soudaineté de cette crise qui inquiète. Envoyé spécial sur place, Tanguy Berthemet raconte une cahier réale transformée en champ de bataille verbal entre partisans de Vox et jeunes chantant les airs de la guerre civile. Et il rapporte cette phrase d'un habitant, glaçante de simplicité. Pour l'instant, ils peuvent rester dans cette partie de la ville, mais quand la police aura fini de patrouiller, elle viendra faire des arrestations ici. La faim fera le reste. Libération choisit un tout autre cadrage. Sa une, magnifique et douloureuse, un homme dans l'eau jusqu'à la taille, le visage dans les mains. Le titre barre toute la page. Migrants à Ceuta, retour sur une récupération. Et le sous-titre est une charge. Droite et extrême droite européenne agitent le chiffon rouge d'une invasion venue de l'enclave espagnole. La plupart des candidats à l'exil sont pourtant repartis au Maroc, mais une centaine d'entre eux ont péri noyés. 94 morts, selon le bilan de la radio Cadena Ser. Parmi eux, Faten Ben Omar El Azizi, 26 ans, footballeuse du Maghreb Atlético Tanger. L'éditorial d'Alexandra Schwarzbrod s'intitule d'un seul mot, indignité. Elle écrit « Les partis de droite et d'extrême droite européens n'attendaient que ça. On les a vus arriver avec leurs gros sabots. » Avant de conclure, l'immigration illégale est un vrai sujet qui mérite mieux que des crises d'hystérie. Et puis il y a Oussam, 21 ans, recueilli par Libération. Pour travailler de 22h à 5h, je gagne 2000 dirhams par mois. Une misère. Je reviendrai ici le nombre de fois qu'il faut, à la nage, peu importe. Les Échos, eux, prennent de la hauteur. La crise migratoire divise l'Europe. Et le quotidien économique pointe l'échéance du jour. Une réunion d'urgence des ministres européens de l'Intérieur, mardi. Sur la table, les fameux hubs de retour, ces centres de rétention installés dans des pays tiers, portés par une coalition hétéroclite de 22 États menée par Giorgia Meloni et la social-démocrate danoise Mette Frederiksen. La France, le Portugal et le Luxembourg n'ont pas signé. Deuxième grand sujet, très français celui-là. L'été 2026 est-il en train de faire exploser l'écologie politique ? C'est la une du Figaro, en très gros caractères. L'été consacre la faillite de l'écologisme politique. Climatisation, nucléaire, débroussaillement. Alors que les méga-feux se multiplient, le quotidien estime que les Verts campent sur des positions dogmatiques et décrochent dans l'opinion, sous les 5%, sondage après sondage. L'éditorial d'Arthur Berda s'intitule « Vert à l'extérieur » et ne fait pas dans la nuance. Notre maison brûle et il regarde à gauche. Il conclut « L'écologie n'appartient heureusement pas qu'aux écologistes ». Et le journal donne la parole à Dominique Régnier de la Fondation pour l'innovation politique sous un titre volontairement provocateur « L'écologisme est devenu l'ennemi de l'écologie ». Le politologue développe « Les écologistes ont avec l'écologie la même relation que le RN avec l'immigration. C'est un enjeu existentiel. » Sur les faits maintenant, et là c'est les Échos qui publient les chiffres de l'INSEE, ils sont sévères. La surmortalité a bondi sous l'effet de la canicule. Du 17 au 30 juin, le nombre de décès a été supérieur de 10,6% à celui de juin 2025. Près de 6000 morts de plus qu'attendu. Le bilan le plus lourd depuis 2003. Les décès à domicile, eux, ont bondi de 20%. Le Parisien prend l'angle du quotidien, comme souvent, et il est passionnant. Les canicules font-elles vieillir plus vite ? Le journal cite une étude parue dans Nature Climate Change.
Les personnes exposées longuement aux vagues de chaleur présentent des signes d'usure prématurée de l'organisme. Un vieillissement biologique accéléré. 3 épisodes de forte chaleur en 1 mois et demi. Du jamais vu. Une éclaircie tout de même sur le front des incendies. Le Parisien annonce que le méga-feu de Somos, en Gironde, a été fixé samedi midi après 10 jours de lutte et que la plupart des 224 000 évacués sont rentrés chez eux. Mais feu fixé ne signifie pas feu éteint, répètent les autorités. Libération, elle, va voir ce qu'il reste après. Reportage à Biscarrosse dans les Landes sous le titre « L'espoir de limiter la casse ». On y croise Philippe, retraité vendeur de melons au bord de la départementale, qui lâche, presque déçu « Ah, le feu, personne ne s'arrête ». 3e sujet, et il est lourd, le Moyen-Orient. Le Figaro titre « Donald Trump annule les frappes sur l'Iran ». Le président américain a renoncé à la dernière minute à une nouvelle offensive aérienne massive, expliquant que des pourparlers prometteurs étaient en cours. Le journal parle sans détour de palinodie qui sonne de plus en plus comme un aveu d'échec stratégique. En échange, Trump promet l'ouverture immédiate, complète et totale du détroit d'Ormuz. Conséquence directe, et c'est les Échos qui la chiffrent, ce regain de tension fait remonter l'inflation. 2,1% sur un an en juillet contre 1,8% en juin. Les prix de l'énergie ont bondi de 12,4%. Le baril de Brent oscille entre 85 et 90 $ après avoir brièvement franchi les 100 $ le 23 juillet. Et à signaler, en page 6 du Figaro, un grand reportage de Stanislas Poyet dans le nord de la Cisjordanie. Les routes ouvrent la voie à l'annexion israélienne. 223 km de routes tracées depuis 2022, selon un rapport de Peace Now et Kerem Navot. L'ancien ministre palestinien Mustapha Barghouti résume. L'objectif assumé de cette politique est d'empêcher la constitution d'un État palestinien continu. On passe à l'économie, et là c'est les Échos qui donnent le là, avec une presque insolente. Les géants du CAC 40 snobent la crise. Les profits cumulés des 38 entreprises de l'indice atteignent 74 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 44% sur un an. Total Energy frôle les 10 milliards de bénéfices, plus 72%. BNP Paribas suit à 7,5 milliards, LVMH à 5,7. Et les 40 sont profitables cette année. L'éditorial de David Barrou s'appelle « Le verre à moitié plein » et il assume le paradoxe. Dans un tel contexte mortifère, l'économie devrait être à l'arrêt et nos entreprises dans une spirale négative. Le paradoxe est qu'en dépit de tous ces vents contraires, notre économie reste faible mais résiste. 2 nuances tout de même dans le même journal. L'immobilier reste fragile, les prix font du surplace. Et Tokyo et Washington sont intervenus ensemble pour enrayer la chute du yen, tombé à son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar. Volet technologique maintenant, et il tient en 3 lettres, IA. Les Échos, page 19, l'intelligence artificielle dope les résultats des GAFAM. Alphabet affiche 24% de croissance, propulsée par une envolée de 82% de sa branche cloud. Microsoft passe les 90 milliards de revenus trimestriels et son cours a bondi de 16% en une séance, la plus forte hausse en une journée de l'histoire boursière. Mais le journal pointe le revers, un mur vertigineux d'investissement. Amazon réévalue son plan à 220 milliards de dollars par an. Meta grimpe vers 140 milliards. Et cette formule de Jean-Christophe Liobé, chez EY Faber-Novel, que je vous donne telle qu'elle, la valeur de l'IA s'est déplacée pour partie vers l'infrastructure et la distribution. À ce jeu-là, ce sont les géants de la tech qui tiennent les tuyaux. Autre bascule, plus concrète celle-là, l'automobile. Double page dans le Figaro, accroche en une des Échos. Plus d'1 voiture neuve sur 3 vendue en France en juillet était électrique.
35%, un niveau inédit contre 1,8% en 2019. Chez Renault, les ventes de 100% électriques ont progressé de 47% au premier semestre, portées par la R5. 181 modèles disponibles, 200 000 bornes de recharge. Et le Figaro rappelle le carburant de cette bascule, c'est le cas de le dire. L'essence à plus de 2 €, le gazole à 2,30 €. Et puis, comme chaque jour, un sujet plus discret. Il est en page idée de Libération et il est beau. Un entretien avec le psychanalyste Patrick Avran, sous ce titre « Après l'épiderme et les vêtements, la maison est notre troisième peau ». Avran, auteur de Maison quand l'inconscient habite les lieux, part de l'actualité, les incendies, les inondations, pour dire ceci. Dans toute catastrophe imparable, quand la maison s'effondre, c'est le monde qui s'écroule. Parce que perdre sa maison, c'est perdre son histoire. Il cite Bachelard. La maison abrite la rêverie, la maison protège le rêveur. Et il termine par cette image superbe. Les navires sombrent, les villas s'effondrent, les tentes s'envolent. Une dimension inconsciente de la maison repose sur sa fragilité, aussi solidement soit-elle construite, aussi insubmersible le Titanic était-il. À signaler aussi, en page 10 du Parisien, une enquête qui devrait faire du bruit. Entre le 1er et le 23 juillet, un vide juridique a empêché le maintien en détention provisoire de mineurs soupçonnés de crimes. Des jeunes mis en examen pour viol ont été remis en liberté. La chancellerie n'a relevé qu'un seul cas. Le journal en documente 3, rien qu'en Île-de-France. Sport, et c'est la crise à la FIFA. Le Figaro, désavoué, Gianni Infantino peut-il rester en place ? Contraint de faire marche arrière dans la nuit de vendredi à samedi sur la cession de parts de la fédération à des investisseurs privés, le patron du football mondial n'est plus à l'abri d'un vote de défiance. L'UEFA écrit noir sur blanc, la direction actuelle de la FIFA a perdu la confiance. Les manœuvres ont commencé. Et on termine par la culture avec un fil rouge inattendu, l'Uchronie, le et si. Le Figaro lance sa série d'été, les Uchronies culturelles, et le premier épisode, signé Éric Neuhoff, est un régal pour tout cinéphile. Si Godard n'avait pas tourné à bout de souffle. L'investisseur italien déclare forfait, le film tombe à l'eau, et Jean-Luc Godard reste critique au Cahier du cinéma, écrit des romans, démolit les Palmes d'Or et refuse l'Académie française. La dernière phrase est un clin d'œil que les amateurs reconnaîtront. Un agent surgit, qu'est-ce qu'il dit ? Et Godard ferme les yeux, le dernier film pouvait commencer. Libération, de son côté, consacre son cahier central à une brouille légendaire. Ils se sont tant détestés, Paul Cézanne contre Émile Zola. Le journal note aussi que les livres prennent la vague de l'Odyssée de Christopher Nolan. Les éditeurs qui avaient anticipé la sortie voient leur vente grimper et sur TikTok, l'Antiquité a le vent en poupe. Toujours dans Libération, une disparition, celle de l'alpiniste népalo-britannique Nirmal Purja, Nimsdai, tué jeudi par une avalanche sur le Broad Peak à 43 ans. Il avait gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres en 6 mois et 6 jours. Il disait « À très haute altitude, je suis heureux, je célèbre la douleur et la lutte ». Et pour finir en douceur, le Parisien nous offre 2 madeleines. Les souvenirs de la toute première attachée de presse de Céline Dion et un entretien avec Paul Belmondo qui avoue « Avant, le théâtre me faisait peur ». Il y évoque l'exposition consacrée à son père Jean-Paul à la Cinémathèque. Voilà pour cette revue de presse du lundi 3 août. Excellente journée à toutes et à tous.